Et bonjour à vous. Aujourd'hui dans l'épisode, on va voir une conséquence qui est collatérale au burn-out et c'est le trouble alimentaire. La prise ou la perte de poids rapide et importante que l'on peut subir, que l'on peut observer en soi ou auprès de quelqu'un à côté de soi également. C'est un signe alerte avant le craquage, avant le burn-out qui te cloue sur place. Alors, ce trouble alimentaire, est-ce qu'il s'agit d'une réponse physique du stress qui va se résoudre tout seul avec le temps? Est-ce que c'est un trouble du comportement alimentaire qui nécessite une prise en charge par un psychiatre? Et à quel moment bascule-t-on du symptôme passager au symptôme durable? Alors, pour entamer ce vaste sujet, je vais vous présenter Najwa, qui est sophrologue et experte en TCA. Mais avant ça, je tiens à vous préciser que nous ne sommes pas médecins. Ça veut dire que nous sommes dans la prévention. Donc, pour toute recherche de diagnostic ou de réponse spécifique à votre situation personnelle qui émane de ce podcast ou des questions que vous vous posez peut-être déjà actuellement, là, nous, on vous invite à vous rapprocher de votre médecin traitant parce qu'il vous connaît, parce qu'il vous suit et parce qu'il pourra répondre à vos questions spécifiques. Nous, on reste sur de la vision générale de prévention. Donc, je tiens vraiment à être très claire par rapport à cet aspect-là non médical. Alors, nous allons commencer par laisser Najwa se présenter et nous dire qui est-elle? Qui es-tu, Najwa? Bonjour Magali, bonjour à tous et toutes. Je suis donc Najwa Tonuiti, donc sophrologue spécialisée dans les troubles des conduites alimentaires, de la dysmorphophobie et également dans l'accompagnement des violences sexuelles, physiques, psychologiques. Je fais partie aussi d'une équipe pluridisciplinaire dans une association qui accompagne justement ces personnes dans ce sens et je prends, principalement en charge, les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, quand elles ont aussi les problématiques de violence, quelles qu'elles soient. Merci encore, Magali, pour cette invitation. Mais je t'en prie. Je mets juste vite mon ordi en ne pas déranger pour ne pas avoir le petit bip, des messages qui arrivent en même temps. Du coup, Najwa, qu'est-ce qui t'a amené à te mettre experte en TCA et peut-être même sur les autres expertises que tu nous as présentées, si tu souhaites en parler? Alors, j'ai connu l'anorexie, il y a maintenant, quelques années, ça remonte à même à plusieurs années. Donc voilà, c'est vraiment, une problématique, que j'ai connue de l'intérieur. Je connais vraiment les mécanismes, vécu à l'intérieur, même si, on peut être touché par l'anorexie et le vivre chacun, différemment finalement. Quand je me suis reconvertie, parce que moi à la base, je suis, professeure d'anglais et quand je me suis reconvertie, à la sophrologie, je savais que je voulais faire quelque chose, en rapport, à l'alimentation. Je ne savais pas trop quoi et puis, quand j'ai peaufiné mon idée, voilà, je savais que c'était, quelque chose que je voulais, approfondir et ce type de personnes, enfin, c'est les personnes qui souffrent de ces problématiques, hem, étaient pour moi au centre de ma reconversion professionnelle. OK. Voilà. Donc, oui, tu es experte déjà dans un premier temps par rapport à tes formations, mais également par rapport à ton vécu en tant A que alors, je pense qu'on est chacun expert de son propre vécu et même, est-ce qu'on est finalement expert de son vécu? Je ne suis pas sûre parce que j'ai vraiment fini de comprendre, pourquoi et comment j'ai vécu l'anorexie en me formant. Donc, apprendre vraiment parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, «J'ai souffert de telles problématiques, je vous comprends». Certes, on comprend le mécanisme à l'intérieur, mais ça ne nous rend pas experts dans notre domaine. Donc voilà, c'est vraiment important aussi, de voir que les personnes qui vous accompagnent ont été, formées et pas, seulement, dans la compréhension du trouble parce qu'elles l'ont elles-mêmes vécu. C'est bien plus profond et bien plus complexe, que ça et en plus, on projetterait, trop notre propre vécu sur les autres si on se cantonnait à notre propre expérience. Donc je tiens à préciser que c'est important aussi
de s'assurer que la personne est bien formée et correctement formée parce que ce sont des troubles psychiatriques et comme tu l'as si bien dit, qui reposent sur des diagnostics, médicaux. Complètement et c'est vrai que c'est important cette histoire de transfert. On peut aider en effet, quelqu'un qui, a vécu la même chose que nous, mais de là à poser un avis et un conseil professionnel, c'est vraiment différent parce que dans nos formations, déjà, on continue à travailler sur nous-mêmes, et sur soi par rapport à ce qu'on a traversé et on apprend également à créer ce recul entre le vécu de l'autre et notre propre vécu. Il faut faire très attention, voilà, à ces histoires Mmh. d'effets miroirs, à ces histoires de transfert, de contre-transfert et les formations professionnelles nous apprennent autant sur nous que sur la manière d'aborder les choses avec quelqu'un Mmh mh. et quand quelqu'un vient nous voir par rapport à nos troubles, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que derrière, comme tu as dit, il y a de la profondeur. Ça veut dire qu'ils peuvent se cacher d'autres traumatismes plus profonds, des fois qui sont même oubliés par la personne parce que le cerveau a bloqué ses souvenirs. Donc c'est très important de bien rester quand on a des troubles comme ça importants sur une ligne professionnelle avec des personnes qui ont eu de bonnes formations et ne pas hésiter à poser des questions sur les formations Mmh. qu'ont fait justement les thérapeutes Exactement. pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises et de mauvaises expériences surtout. Faut pas oublier, voilà, qu'on est sur de la Mais souffrance mentale et physique et qu'on n'est pas là pour, empirer les choses, mais pour soulager et pour aider à comprendre. mmh. Mais il est, important, et essentiel, primordial de reconnaître, même si on n'est pas médecin, de reconnaître les critères, diagnostiques, justement de ces troubles pour pouvoir justement vous réorienter quand on se dit: «Bah, là, il y a certainement, heu, de la boulimie, de l'hyperphagie, de l'anorexie». On peut vous envoyer vers les personnes, compétentes pour poser le diagnostic et plus tôt le diagnostic sera posé et plus vite la prise en charge sera faite et les symptômes soulagés. Complètement et d'ailleurs ces troubles un peu, ces symptômes qui alertent, au niveau du TCA, quels sont-ils? Alors on a 3 troubles alimentaires, les plus connus, hein, il y en a plusieurs, mais il y en a 3. Donc l'anorexie mentale avec, pour critère, diagnostic une perte de poids qui est très rapide. On a, forcément un contrôle alimentaire qui est très, très rigide avec, voilà, on va évincer, beaucoup d'aliments qui sont, comment dire? Stigmatisés, dangereux pour nous, pardon, qui font grossir, qui sont mauvais pour la santé, voilà. Donc on va vraiment éliminer de plus en plus, d'aliments, potentiellement dangereux et qui pourraient nous faire grossir, quand on souffre d'anorexie. Alors il y a l'IMC aussi qui peut être en dessous de la moyenne, mais ça c'est à prendre, hein, c'est un critère quand même à prendre avec des pincettes. Et forcément une corrélation de l'estime de soi et la perte ou la prise de poids, pardon. Donc si, on prend 100 grammes, l'anorexie c'est même 100 grammes et ben l'estime de soi va, dégringoler. Et là, on est vraiment dans les critères, diagnostiques, de l'anorexie mentale. Il y Une a vraiment recherche volontaire de oui, perte de poids. OK. Oui, c'est vraiment, voilà, une recherche volontaire de perte de poids. Est-ce que la boulimie, la prise de poids, ça rentre également en compte? Alors la oui, ah bah, la boulimie de toute façon, alors si tu veux, on va définir la boulimie comme ça sera plus simple. Alors la boulimie, on est, dans des crises de compulsion alimentaire. On va avoir, des prises alimentaires très, très, très énormes et on va ingérer, ces aliments, oui, cette alimentation, sur un temps, très, très court et donc il va y avoir, en conséquent, le dégoût de soi, de la culpabilité, voilà, on va souvent aussi, quand il y a des crises de boulimie, manger forcément en cachette, hein. On ne fait pas de crise, de compulsion alimentaire devant des gens. Donc il y a ces critères-là
et on va, avec la boulimie, chercher à compenser. C'est-à-dire, on va trouver des moyens compensatoires pour perdre ces calories qu'on vient d'ingérer avec la crise de compulsion. Ça peut être, des vomissements, ça peut être des laxatifs, ça peut être de la restriction. Donc, il y a forcément il y a un lien entre boulimie et anorexie, hein, on va dire que derrière un boulimique, il y a boulimique entre guillemets, il y a une personne qui souffre d'anorexie, parce qu'il y a une recherche de perte de poids et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le sport à outrance pour pouvoir éliminer, les calories. Donc même dans Donc un pour cas un de pour diagnostiquer, la boulimie, il faut qu'il y ait, 2 crises de compulsion alimentaire par semaine et ce pendant 3 mois. Donc là, on est vraiment dans la boulimie. d'accord. Donc même dans la boulimie, on est sur des profils qui cherchent à perdre du poids et dans les 2 profils, est-ce qu'on est justement dans un besoin de contrôle du corps? Et est-ce que ce besoin de contrôle, si c'est ça, est-ce qu'il voit également dans d'autres aspects de la vie quotidienne, à la maison, sur Alors d'autres points que l'alimentation? alors effectivement, il y a le contrôle. Alors ce sont des personnes, voilà, qui ont des personnalités très, très, très rigides. Donc, il y a le contrôle alimentaire, mais il y a également le contrôle, ça peut être sur le ménage, ça peut être, sur, l'heure, ça peut être sur tous les aspects de sa vie, voilà, il y a des TOC qui peuvent en plus s'associer, au comportement alimentaire, le contrôle est très, très, très présent, dans ce type de problématique. D'accord. Donc si je comprends bien, tu Heu, as donc ce comportement physique de contrôle, hem, au niveau alimentaire et également dans les aspects de la vie, hem et en parallèle, c'est lié à des sentiments de soi, donc avec, de la perte de l'estime de soi, du dégoût de soi, donc toutes ces émotions également qui s'accumulent. Donc on est à la fois dans le contrôle mental et dans des émotions vécues, très négatives en fait, de c'est ça, dévalorisation c'est ça, et c'est de tout à de fait ça et juste pour finir avec le troisième trouble alimentaire, on a l'hyperphagie. Alors ce sont les mêmes critères diagnostiques que la boulimie, sauf qu'il n'y a pas de recherche de perte des calories qu'on a ingérées pendant une crise, de boulimie, d'hyperphagie. C'est-à-dire qu'il y a pas de recherche, compensatoire, il n'y a pas de vomissement, il n'y a pas de laxatif, il n'y a pas de sport à outrance. Il y a des crises de compulsion alimentaire, mais on ne va pas chercher à compenser derrière. d'accord. Alors l'hyperphagie, tu vois, c'est quelque chose qui est très flou pour moi. Donc la personne, elle cherche pas à perdre de poids, mais juste à garder le contrôle, c'est ça? Alors, il n'y a pas forcément, une recherche de contrôle, alors l'hyperphagie, c'est, c on i comment dire? Il y a pas forcément le contrôle. De toute façon, c'est des crises de compulsion alimentaire qui viennent parce qu'il y a souvent, un trop plein d'émotions et ces crises de compulsion alimentaire vont venir un petit peu étouffer, ancrer la personne, de manière, douloureuse, hein, parce que c'est très douloureux, l'estomac ça va se distendre, mais ça va être, une manière d'étouffer un petit peu des émotions, d'étouffer des vécus qui sont trop forts, de s'ancrer dans son corps. C'est peut-être aussi des personnes qui ont du mal à s'ancrer dans son corps et c'est une manière aussi de se ressentir vivante et elles vont avoir des stratégies comme ça, de qui n'ont pas été choisies, mais voilà, le cerveau, le psychisme a choisi cette stratégie pour pouvoir, justement, répondre à un besoin qui n'a pas été assouvi, qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été compris, qui a échappé, voilà, à la conscience, à un moment donné. D'accord et du coup, ces troubles-là, hem, comment tu les différencies avec avec justement les conséquences du burn-out où on sait que les personnes, qui sont en signe avant-coureur
du craquage vont avoir ces prises de poids ou ces pertes de poids, d'un coup et pour en avoir eu en séance, qui choisissent leur alimentation. Il y a des aliments qui vont passer, d'autres non. Même si elles vont manger des aliments sains, il y en a d'autres qui vont pas passer. Il va avoir des nausées, il va avoir des brûlures, d'estomac. Comment elles peuvent faire la différence entre cette anorexie-là, ce trouble-là et avec un début, par exemple, de troubles compulsifs? Alors c'est toujours un peu, la question de la poule ou l'œuf, alors quand c'est un symptôme qui accompagne, par exemple, le burn-out, la dépression, on a, ce qu'on appelle, l'anorexie dépressive ou l'anorexie du burn-out, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas, on va dire qu'il va y avoir une perte d'appétit parce que, le burn-out fait que les émotions sont, j'imagine, tu es spécialiste là-dedans, mais j'imagine qu'ils sont un peu exacerbées et parfois la perte d'appétit va venir, en conséquence de ce burn-out. Mais il y a pas une recherche, volontaire de contrôler son alimentation. C'est juste qu'on n'a plus d'appétit, un petit peu, comme quand on a une gastro ou quand on a la grippe, ben, on n'a pas faim et puis ça va se résorber avec, la la avec le fait d'aller mieux. Mmh. Avec la convalescence, c'est le terme que je cherchais. Pareil, là, avec la dépression, le burn-out, on va s'attaquer entre guillemets, au burn-out qui est arrivé avant le trouble alimentaire. On va essayer, j'imagine, je ne sais pas comment toi tu t'y prends pour le burn-out, de soulager tout ce qui va, la résistance, l'hyperactivité, tout ça. Enfin, on va travailler sur cet axe-là et quand ça va aller mieux au niveau du burn-out, et ben, l'anorexie va se Va se calmer, va se d'elle-même. dissiper, elle va partir avec les autres symptômes. Mais et là, c'est là où il y a beaucoup de cas, comme ça, le cerveau, le psychisme va enregistrer l'anorexie comme une réponse qui a été soulageante au burn-out. Et en plus, notamment avec l'anorexie, il y a toute une batterie d'hormones qui vont voilà, qui vont venir, se sécréter comme, les endorphines, les bêta-endorphines. Donc il y a une sensation de soulagement qui a été, qui est venue avec l'anorexie. Et on peut glisser de l'anorexie dépressive vers l'anorexie mentale parce que le cerveau va faire le raccourci, se dire: «Ah ouais, en fait, ma perte d'appétit m'a fait vraiment du bien et du coup, je vais, rester dans cette stratégie qui va, se développer en anorexie mentale» et c'est souvent le cas. On glisse de l'un vers l'autre et c'est pareil pour les crises de compulsion alimentaire. On va venir soulager, le burn-out, la prise alimentaire va venir répondre, à ce surplus de résistance, à ce surplus d'émotions qui sont exacerbées et la prise alimentaire est une réponse soulageante. Est-ce que ça se résorbe avec le burn-out? Peut-être. Elle peut continuer après et se développer en TCA C'est et c'est ça là qui est très mmh, compliqué, c'est là où la c'est ç vigilance, en effet, doit se porter. Pour répondre à tes questions, en fait, je l'aborde d'abord comme une réponse physique au stress, c'est-à-dire que le mmh, stress, il va forcément créer des nœuds qui vont se situer vers le plexus solaire, les oppressions à la poitrine, donc tous ces sentiments font que les aliments commencent à avoir du mal à passer. Il y a également des mmh, blocages au niveau du nerf vague, donc il y a tous ces principes, on va dire, systémiques, biologiques qui sont mmh mh, déjà, des causes des brûlures d'estomac, des nausées, du fait qu'on a du mal à manger. Donc moi, je vais travailler justement, dans cette relaxation, dans cette recherche de réouvrir, de, mmh manger les aliments déjà que la personne a envie de manger. Parce qu'il faut aussi savoir quand ce n'est pas une pathologie, mais quelque chose de réactionnel à un stress, des fois ton corps, il va pas vouloir certains aliments mmh. uniquement parce qu'il a pas la force de le traiter, de le digérer et cetera. Mmh mh.
Donc, j'invite d'abord, voilà, les personnes à suivre leur instinct, à suivre le langage du corps, à suivre ce que le corps veut et veut pas et à ne pas se prendre la tête avec, «Ça, c'est bon pour la santé, ça, c'est pas bon pour la santé». Oui. Tu es en épuisement, ton corps, il veut quelque chose, il veut un aliment, prends-le. Si c'est du chocolat, il y a pas de problème, c'est qu'il a Mmh besoin. En plus, le chocolat, on sait, les bienfaits que ça apporte aussi. Donc voilà, il faut le prendre, il faut s'écouter. Mais une fois en effet que tout est délié, une fois que le traitement de, la période de récupération physique est enclenchée, que tout se détend, que la relaxation fonctionne, alors l'hypnose peut te permettre en effet de résorber cette stratégie pour pas que le mh. Mmh cerveau le prenne comme une solution, ce que tu Mmh disais mh, tout mmh. à l'heure. Mais à partir de là, si il y a quand même un passif inconscient de fonctionnement, et de troubles alimentaires liés à l'émotion, en effet, si au niveau du burn-out, les choses vont mieux, mais que le trouble reste quand même, Mmh mh. à ce moment-là, le percevoir autrement qu'un simple réflexe en fait de stress. Tu vois, dans Mmh mon mh. histoire personnelle, je t'en avais parlé quand j'avais été victime de violences conjugales. Je me suis dissociée de mon corps pour sauver ma vie Mmh parce qu'il mh. fallait que j'arrête de répondre aux coups, pour qu'il arrête de prendre plaisir à en donner, en fait. Et du coup, en étant dissociée comme ça et puis toutes les émotions que tu as en conséquence, je ne mangeais plus. Je n'avais plus la sensation de faim et quand j'avais faim, j'ouvrais le placard et de voir la nourriture me coupait l'envie de faim. Mmh Donc mh. j'étais en stress post-traumatique, j'étais sur une réponse de quelque chose, mais quand mon stress post-traumatique a passé par rapport aux violences, par rapport aux coups, alors j'ai recommencé à manger normalement. J'ai pas eu besoin de suivi parce que je n'ai pas de terrain pathologique par rapport à ça. Mais C'est ça. mon C'est cas. mais tu as dit le terme juste, le terrain pathologique et le trouble alimentaire, c'est ça. Il y a un terrain pathologique qui peut se déclencher, pour X ou Y, raison finalement. Ça peut être des choses, le déclencheur peut être tout à fait anodin et venir, te déclencher le trouble alimentaire et s'il y a pas le terrain pathologique, le trouble alimentaire peut être, de passage, en réponse, comme tu disais, réactionnelle à, une dépression, à un burn-out, à Je sais ouais, d'où l'importance de vraiment, chercher à identifier le moment précis où le trouble a commencé avant de faire parce que le cerveau, il va naturellement faire des liens de cause à effet, alors qu'on ne lui demande pas d'en faire. Ça ne veut pas dire que ce lien est exact, ça ne veut pas dire qu'il est vrai. C'est lui qui a besoin d'une mmh, réponse à quelque chose qu'il ne comprend pas. Donc quand on est dans cette problématique-là et qu'on veut en sortir, c'est bien de commencer à réfléchir au moment où ça a commencé. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où ça s'est passé? Et finalement, tu vois, la personne avec qui j'ai travaillé ça en séance, le symptôme a commencé 1 an ou 2 avant le premier burn-out. mmh. Donc, du coup, on a un point de départ, mais qui est conscient. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas Ouais, eu quelque exactement. chose. Mmh mh. Et ça, bon, c'est un autre travail qu'on verra avec le temps. Mmh. Et si en effet, c'est aussi pour ça que je t'avais contacté, si en effet je vois que c'est quelque chose de plus pathologique, après, moi, je donne le bébé aux Ouais. experts. Là, moi, c'est le burn-out, c'est pas le TCA. Et c'est là où c'est voilà, important de ne pas oublier que chaque professionnel a sa spécialité et il ne peut pas tout résoudre tout seul, bien entendu. Donc, il ne Mmh. faut pas hésiter à avoir différentes spécialités par rapport aux choses pour avoir un bon encadrement et ce que j'appelle son staff médical. Tu vois, quand j'étais en Ouais. crise de spondylarthrite, de douleurs chroniques inflammatoires et articulaires, j'avais mon staff, j'avais mon médecin traitant, mon rhumato, mon kiné, mon machin, mon truc et c'était mon équipe. Mais c'est très important de le souligner parce que, dans la prise en charge, des TCA, c'est recommandé vraiment d'avoir une équipe, pluridisciplinaire, chacun s'occupe en fait de sa sphère, moi c'est le psychocorporel, d'autres ça va être, les psychologues, la libération par la parole, les nutritionnistes, pour le poids,
voilà, il faut chacun, doit rester sur son terrain et on est complémentaires et justement en équipe, on avance, j'ai envie de dire plus vite et plus loin, heu, que si on se cantonne à se dire: «Non, moi je sais tout, j'ai toutes les réponses et heu et je garde mon consultant pour moi» et c'est pas du tout, professionnel de penser comme ça et c'est bien de le souligner comme tu viens de le faire. Oui, parce qu'il faut pas oublier que qu'on n'est pas un trouble, qu'on n'est pas une étiquette, qu'on est vraiment un système complet et C'est ça, complexe. Donc il y c'est ç a mmh. C'est tu as ça et autant juste et le trouble alimentaire, ne définit pas la personne. On n'accompagne pas un symptôme, sinon on fait que le déplacer ou si on ne connaît pas assez, on peut le nourrir alors qu'on est là pour accompagner la personne, mais on peut le nourrir, malgré nous. Donc comprendre le symptôme, c'est très bien, le fonctionnement, le mécanisme, mais il ne faut pas oublier la personne qui a derrière et son identité. Et justement, c'est en essayant d'aller toucher son identité qu'elle-même, elle va prendre de la distance face à son burn-out, face à son trouble alimentaire, ou peu importe quel symptôme, que ce soit. Et on accompagne une personne et pas un symptôme. c'est super important ce que tu dis, cette prise de recul, de dire qu'on est d'abord une identité, donc on est d'abord une personne et que c'est une fois connecté à qui on est que l'on peut regarder Mmh, à côté ou en c'est face, ça, le symptôme. C'est une part de soi, mais ce n'est pas soi, comme au même titre qu'une exactement. émotion, au même titre qu'une croyance, au même titre qu'une Mmh mh. pensée, au même titre qu'un événement. C'est pas notre identité. Mais sans oublier que ce symptôme est venu pour quelque chose. On Moi, en tout cas, je ne travaille pas comme ça et j'ai pas été formée comme ça, à vouloir à tout prix me débarrasser du symptôme. Parce qu'il est venu à un moment donné pour maintenir le psychisme et si on se dit: «Dégage l'anorexie, voilà, on veut pas de toi, c'est pas bien», la personne, elle s'effondre finalement. C'est une stratégie de survie, que ce soit l'anorexie, la boulimie, le burn-out. C'est une stratégie qui nous tient et qui nous maintient. Donc on ne peut pas du jour au lendemain et c'est pour ça que ce sont des accompagnements longs, du jour au lendemain dire: «Bah non, allez, on enlève l'anorexie, on enlève tous ces symptômes, ça ne nous intéresse pas», non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Et pour y mettre la même chose sur un plan plus, même plus concret, souvent on me demande: «Mais, je ne veux plus avoir peur, j'en ai marre de cette peur qui me bloque, je veux m'en débarrasser. J'ai telle pensée négative, je veux m'en débarrasser». Mmh. Mais on ne se débarrasse pas des signaux, qui vient à nous pour nous dire quelque chose. On Mmh mh. apprend à le mettre de côté et à le percevoir non pas comme un monstre, sous le lit qui vient Mmh. nous attraper, mais comme quelqu'un qui toque à la porte avec une alerte, alors qui est un peu impressionnant parce que voilà, ça nous fait un peu peur quoi, hein. C'est pas la jolie petite princesse, on est un peu sur le gros Mmh. monstre de Mario Bros quoi. Mais, il a quelque chose à dire lui aussi C'est ça. et et l'écouter. Et chaque peur montre une envie, chaque pensée négative montre un rêve ou un besoin qui a envie de sortir, mais qu'on cache au fond de soi parce qu'on a peur. Et peut-être que finalement pour le burn-out en tout cas, oui, c'est comme ça que je le dis. Pour le TCA, je te laisserai confirmer ou pas. Mais au final, quand on commence à le comprendre et à le mettre à côté de soi et à le dompter, ça devient l'allié qui nous dit: «Attention, tu t'oublies, attention, là, reprends-toi, remets-toi à l'intérieur, reprends les choses. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu n'écoutes pas? Quelle émotion tu ne veux pas sortir ou tu ne dis pas?» Et finalement, à la fin, en tout cas, c'est comme ça que je prends mes symptômes, personnellement, ça devient un peu des piliers où là, je fais: «Ouh là, j'ai besoin de me poser, de Mmh mh. réfléchir, de me recentrer, j'ai ça qui vient, pourquoi?» Et ça devient un pote, en fait. Ouais. Mais pour le TCA, je sais pas si tu peux fonctionner Mais avec c'est cette un petit peu personne.
c'est un petit peu le même fonctionnement et justement, parlant de fonctionnement, c'est de ça dont il s'agit. C'est en quoi cette fonction m'a été utile à un moment donné de ma vie et c'est bien plus utile, en tout cas, que de dire, «Non, je dégage le symptôme». Si tu dégages le symptôme, c'est très bien, tu vas être soulagé quelque temps, mais il y a quelque chose d'autre qui va te venir en pleine figure et ça, c'est une certitude. Oui, parce qu'en fait, c'est rejeter une partie de toi, c'est rejeter un de tes signaux qui te dit quelque chose. Et un des présupposés PNL, qu'on apprend quasiment de suite et que j'apprécie beaucoup, c'est que chaque chose qui vient de nous a une intention positive. Mmh. C'est juste que, c'est juste que cette stratégie qui a une intention positive, bah, finalement, elle nous fait du mal parce qu'on ne sait pas comment faire avec. Ouais. Donc c'est comment je peux faire? Je découvre l'intention positive, maintenant que je sais pourquoi, quelle est l'intention positive de cette chose-là. Du coup, comment je peux garder l'intention positive, mais agir ou faire des choix différents pour que ça me nuise moins qu'aujourd'hui? Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Je sais pas si je suis Ouais, claire? ouais, tout à fait. Si, si. Si, si, OK. c'est très clair. Mmh. Voilà et du coup, ouais, ça reste dans cette idée de finalement c'est un pote et si ton trouble, il est là, c'est pas pour rien et c'est pas une honte non plus. C'est pas à cacher, ça te rend pas fragile, ça te rend pas faible, c'est pas lié à ton identité et à qui tu es, ça t'empêche Et pas d'être forte. Au contraire, le fait d'arriver à le cacher et à faire croire que tout va bien alors qu'à l'intérieur tout est brisé, c'est c'est fort. et je pense que c'est très important, de justement de délier les langues par rapport, à que ce soit le burn-out, la dépression, les troubles alimentaires. Parce que quand tu vis ça, déjà, en fait, c'est double peine parce que tu comprends pas pourquoi tous ces symptômes te tombent dessus. Tu te sens seul au monde. Et en plus de ça, et ben, tu as le lot de culpabilité, d'avoir fait des crises de compulsion alimentaire, de plus vouloir manger en famille. Heu, les crises de compulsion alimentaire, ça coûte très, très cher, heu, parce que voilà, c'est pas un paquet de gâteaux, une crise de compulsion alimentaire, hein. C'est des quantités énormes de nourriture. Tu multiplies par 2, 3 fois par semaine. Voilà, il y a des personnes qui sont même obligées de voler parce qu'elles ne peuvent plus assumer leur crise. C'est vraiment une perte totale, de contrôle sur toi et tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas le contrôle sur toi justement. Donc tu peux en parler à personne parce que tu te comprends pas toi-même et parce que tu as honte. Tu as un dégoût de toi, et puis, quand on te répond, bah, il suffit de manger, ou il suffit de reprendre le contrôle sur ton alimentation et le problème, ça n'est pas du tout alimentaire, hein. Un trouble du comportement des conduites alimentaires n'a rien à voir avec l'alimentation. Une personne qui souffre d'anorexie, elle ne déteste pas la nourriture, bien, 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 bien au contraire. Et c'est qu'elle est avide de manger, mais elle a peur justement de ses excès, donc elle va figer toutes ses envies. Elle va figer ses envies de vivre, elle va figer ses envies de elle a vide de tout la personne qui souffre, d'anorexie, mais elle se fait peur de ses envies, donc elle va se couper de tout ça. Donc c'est important de trouver la bonne personne pour en discuter, poser les mots et on n'est pas voilà, vous n'êtes pas seul, quoi. Vous n'êtes pas Ouais. seul. On a tous, à un moment donné, eu, au moins une altération, un rapport douloureux, en tout cas, à l'alimentation, à un moment donné de notre vie, sans Mmh. forcément que ce soit du trouble, du comportement alimentaire. Donc voilà, Bah, là, toute la s'adresser description que tu viens de faire, ça me rappelle alors je sais pas si tu la connais, c'est une série, je crois que c'est sur Apple TV, qui s'appelle Physical et ah non. ça te parle pas? Mmh. Ça parle en fait d'une femme, d'une mère au foyer qui décide de se lancer dans le business, de la gym, tonique, tu vois? Dans les années 80 et qui est victime de troubles TCA. Donc sur trois D'accord. quatre saisons, tu la vois, combattre, entre, sa petite voix qui est selon les saisons représentée par des personnes différentes
et vraiment, combattre entre, ses pulsions alimentaires, son envie et son besoin d'être elle-même, les conséquences au niveau de la vie sociale et de ses rapports qui font que des fois les gens la comprennent pas parce que tu as des troubles de l'humeur et des troubles de comportement. Tu parlais de honte et cetera, donc au moment où tu vas bien, tu vas être ouverte, tu vas être toi, joviale et cetera. Puis il y a une crise qui vient, du coup tu te renfermes, tu deviens irritable, mais malgré tout tu essayes d'avancer et cetera. Et c'est vraiment, ouais, cette série en plus, je crois que je l'ai découverte avant de connaître ton compte et de t'entendre. C'est cette série qui m'a un peu mieux fait comprendre ce que c'était et je l'ai D'accord. trouvée très Mais je bien faite. connaissais pas, bah, tu vois? Je vais ouais, je vais On regarder. parle Donc, physique avec CAL à la fin. À mon avis, mon ouais. accent anglais ne faisait pas forcément tout comprendre. C'est toi la prof d'anglais, c'est pas moi. J'ai compris. J'ai compris. Et d'ailleurs pour les personnes qui se posent des questions, mais qui se sentent encore peut-être trop honteuses pour en parler ou peut-être pas suffisamment sûres pour se dire, «Ça mérite d'aller voir le médecin». Quelles sont les conséquences possibles, si à un moment donné, tu ne vas pas à la rencontre d'un médecin, pour t'ouvrir et pour expliquer ce qui t'arrive? Alors, plus, bah, c'est ce que je disais un petit peu au début du podcast, plus tu attends et plus, le trouble alimentaire, si un trouble alimentaire va se fixer, plus il se fixe, plus il se chronicise. Donc, c'est un peu plus difficile pour s'en libérer quand on attend, trop longtemps. Donc vaut mieux, en parler, peut-être pas forcément à un médecin généraliste en première instance, mais au moins à un praticien, que ce soit un praticien du bien-être, un hypnothérapeute, à une sophrologue, à un psy, mais au moins s'entendre dire que quelque chose ne fonctionne pas. Mais pour le diagnostic, je le rappelle, c'est vraiment là, c'est très important, seuls les médecins sont habilités à le faire. Donc, plus vite le diagnostic sera posé et plus vite la prise en charge sera faite. Donc j'invite vraiment les personnes à se poser d'elles à elles et de se tourner vers la bonne personne pour s'entendre dire que quelque chose ne fonctionne pas et qu'elles sont en souffrance. Et cette souffrance, elle n'est pas là par hasard. Donc on est tous passés par, des moments de vie qui sont difficiles et il n'y a pas de honte à demander de l'aide, quelle qu'elle soit. Des fois, ce qui nous empêche de passer à l'acte, c'est la peur du changement que ça va engendrer derrière. Parce que Mmh. là, finalement, on est mal, mais on sait ce qui se passe. Maintenant, si Mmh. on a un diagnostic ou si on va voir un praticien, il va forcément nous demander de faire des choses et du coup, ça peut nous faire peur. Du coup, qu'est-ce qui se passe en vrai quand tu commences cette démarche-là? Bah, ce qui est très compliqué et notamment avec, l'anorexie, tu fais vraiment bien de le souligner, c'est, déjà il y a toute une phase de déni, donc c'est très compliqué parce que c'est une phase de lune de miel. Vraiment, tu te sens bien, je parlais de sécrétion de bêta-endorphine, enfin de toutes ces hormones qui se sécrètent quand on perd du poids, on retrouve le dynamisme, on devient même plus sociable, on a envie, enfin, on a une hyperactivité, exacerbée et on va bien et quand les autres nous disent justement, bah, quelque chose ne va pas, on se dit: «Mais ils sont complètement fous, j'ai jamais été aussi bien» et c'est une réalité. Quand on est dans cette phase de lune de miel, dans l'anorexie et de ma vie, je peux le dire, je pense que je me suis jamais sentie aussi bien que cette période de ma vie et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui regrettent, cette phase et qui sont toujours en recherche de ressentir, ce moment de de lune de miel. Alors pour répondre à ta question, l'anorexie, c'est très particulier, dans cette phase-là. La boulimie, l'hyperphagie, bon je pense que c'est un peu plus, il y a moins de déni en tout cas. Heu et évidemment, quand on nous demande d'enlever ce qui nous maintient et c'est là où c'est très important d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans le trouble du comportement alimentaire. Parce que cette personne-là, elle va pas vous dire: «Il faut que tu enlèves ton anorexie tout de suite» ou «Il faut que tu enlèves ta boulimie, ton hyperphagie». Elle va savoir comment justement, déclencher ces petits changements, ces petits pas pour aller vers la libération du trouble alimentaire.
et c'est pour ça que dans ces troubles qui sont des troubles mentaux, de se de se de se diriger vers des personnes qui sont spécialisées, et ça serait vraiment, mon conseil ultime, pour ça. Quand tu parlais de la lune de miel, ça m'a donné envie de faire une comparaison. Comme ça, tu vas me dire si c'est ça ou si c'est moi qui extrapole. Hem, Cette partie lune de miel, c'est un peu, quelqu'un qui prend sa dose de cocaïne et qui est vraiment au meilleur et il pense pas parce que c'est tellement bon que, il pense pas aux conséquences qu'il y a derrière et que sur le long terme, finalement, ça va lui apporter que du pire. Mais c'est tellement bon. Mais le parallèle est parfait parce que c'est une forme d'addiction. La boulimie, l'hyperphagie, ça va être une forme d'addiction. On est addict à ces prises alimentaires. L'anorexie, ça va être une addiction à ces sensations justement de sécrétion d'hormones, à ce manque. Et c'est le parallèle est juste parfait. Mais c'est exactement ça. Et tu retrouves jamais les premières sensations, alors j'ai jamais pris de cocaïne, Moi non mais tu plus. retrouves on rassure les auditeurs, tu retrouves jamais ces sensations. Jamais, jamais, jamais. Elles sont uniques et tu les retrouveras jamais. D'accord. Donc c'est là où c'est important, si vous hésitiez, d'aller vraiment voir cet expert, et ces praticiens parce qu'ils vont comprendre que c'est une addiction et qu'une Mmh, fois qu'on comprend ça, on ne va jamais vous enlever votre addiction du jour au lendemain. c'est ça, c'est Parce ça. que de toute façon, c'est pas une solution, même au niveau de la cigarette, pour faire un comparatif, quand j'ai voulu arrêter, j'ai arrêté du jour au lendemain sans suivi médical. Allez, 2008, je tenais un bar-restaurant avec mon ex, la clope, elle était interdite. Allez, c'est bon, je l'arrête du jour au lendemain et puis, mon médecin me dit: «Ça va?» Je fais: «Oui, oui, ça va et du coup, tu as compensé par quoi?» Je fais: «Comment ça?» «Bah oui, tu avais une addiction à la cigarette, tu Oui. as arrêté l'addiction, tu as forcément enclenché autre chose vu que tu l'as fait toute seule» et que tu ne t'es Mmh. pas informé. Bah, en fait, je dis: «Ah, bah, alors c'est peut-être mon petit martini du soir vu que je tiens le comptoir et qu'on m'offre les apéros, j'ai Ah, peut-être compensé avec oui. mon petit martini» et du coup, j'ai commencé à m'observer et d'avoir pris conscience que j'avais remplacé une addiction Mmh. par une autre, ça m'a permis de travailler, bah, à ralentir un peu sur le martini, prendre un petit sirop à la place, c'était plutôt cool. Mais voilà, on est vigilant quand on sait de quoi on parle et de choses comme ça. Ouais, c'est ça. Eh bien, j'ai une dernière question pour les personnes, qui sont toujours avec nous à l'écoute et qui ont peut-être d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu et qui hésitent peut-être à passer le cap et qui savent peut-être pas par où commencer. Bah, où te contacter? Parce que ça peut être déjà un premier pas quand on ne sait pas. Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram, Sophro, Sophro, le tiret, du bas, Najwa, Najoua, donc sur Instagram ou, j'ai une fiche, Google Business, Najwa Toniuti, Toniuti. Voilà. Parfait. Ben je remettrai les liens dans la description, comme ça les personnes pourront toujours revenir dessus si jamais ils avaient pas de quoi noter. Et de manière à pouvoir te contacter s'ils ont besoin de parler à quelqu'un, qu'ils ne connaissent personne, ils savent que ils peuvent te contacter et trouver des réponses et de l'éclaircissement, avec toi Je sur ces je répondrai sujets-là. avec grand plaisir. Eh bien, merci bien à toi. Et puis, bah, moi, je vous retrouve au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Est-ce que c'est lié directement au burn-out et au thème du podcast? Je pense que oui, parce qu'on est de toute façon dans la santé mentale et physique. On est sur des troubles qui viennent, qui disparaissent, qu'on n'écoute pas. Et tous les sujets qui touchent la santé mentale et physique, on la place ici. Et j'espère que vous serez d'accord avec cette perception-là et cette vision-là. Alors, à très vite, belle soirée, belle journée, selon l'heure où vous m'écoutez.